est-ce que tous les pays en développement sont dans la même catégorie? Et que veut dire un pays pauvre? Alors en fait, il y a une différenciation qui s'est produite. Donc effectivement, aujourd'hui, selon la nomenclature internationale, il y a les pays développés, il y a les pays en développement. Et on voit bien que dans les pays en développement, il y a des différences énormes entre Madagascar, qui est parmi les plus pauvres, et puis le Brésil ou la Chine, qui sont des pays, ce qu'on appelle aujourd'hui des pays émergents, c'est-à-dire des pays qui deviennent des pays riches, qui ont toute une partie de leur population qui est une population développée. Il n'y a plus rien à voir. Et donc, on a défini une autre catégorie qui s'appelle les pays les moins avancés. Donc, c'est pas très élégant, cette nomenclature, les PMA, les pays les moins avancés, qui sont les pays vraiment les plus pauvres, dans lesquels se trouve la plus grande partie des pays africains. Et là, il y a encore une catégorie intermédiaire entre les pays émergents et les pays les moins avancés, qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires. Donc tout ça, c'est un peu technique. Les pays à revenus intermédiaires. Et les pays à revenus intermédiaires sont des pays qui dépassent les normes, on va dire, des pays les moins avancés, mais qui ne sont pas des pays émergents et qui ont donc un revenu par habitant qui est un peu plus élevé. On peut citer parmi les pays à revenus intermédiaires la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, que nous connaissons bien, ou le Ghana, en Afrique de l'Ouest. Ce sont des pays qui sont exportateurs de produits tropicaux, notamment, évidemment, de cacao principalement, de café, d'ananas et de bananes. En fait, c'est les 4 produits tropicaux principaux dont ils tirent leurs revenus, que nous importons en Europe et qui assurent à leur population des situations économiques un peu améliorées. Entre un paysan français et un paysan des pays en développement aujourd'hui, il y a beaucoup de points communs. Et il y a des points communs qui sont les points communs du métier. Parce que finalement, c'est le même métier. C'est-à-dire que c'est un métier qui travaille avec la terre, avec les plantes, avec les animaux, et qui est soumis à un risque majeur, qui est celui du risque climatique. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Le risque principal partout, c'est la sécheresse. Et donc, c'est un élément commun, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on se demande qu'est-ce qui va se passer, si ce qu'on a semé va pousser. Et donc ça, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, et c'est vrai en Afrique, et c'est vrai en Asie, et c'est vrai en Amérique latine. Bon, alors ce qui différencie en revanche un paysan européen d'un paysan africain, c'est qu'un paysan européen, il bénéficie de la PAC, il a des subventions importantes, et qu'un paysan africain, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il est soumis à des conditions difficiles, mais il n'a pas de subvention et il faut qu'il fasse tout avec ses propres moyens. C'est-à-dire qu'il est soumis directement au marché. Si les prix sur le marché sont bons, il va gagner un peu d'argent. Si les prix sur le marché sont mauvais, eh bien, il ne va rien gagner. Alors, la sécurité alimentaire, c'est la capacité de tout citoyen à avoir accès à l'alimentation nécessaire à sa santé. Alors, en fait, dans la sécurité alimentaire, il y a quatre aspects. Il y a la disponibilité, c'est-à-dire qu'il y a des quantités suffisantes disponibles pour que chacun puisse se nourrir à sa faim. Il y a un deuxième aspect, il y a 4 piliers. Il y a la disponibilité, l'accessibilité, ça veut dire qu'on ait de quoi payer. Il ne suffit pas que ce soit disponible, il peut y avoir des quantités disponibles, et puis la personne pauvre peut ne pas avoir de quoi les payer. Au moment de la crise alimentaire, en 2008, il y avait des stocks, mais ils étaient tellement chers que le consommateur ne pouvait pas les payer. Et puis ensuite, il y a, on va dire, la qualité. Est-ce que c'est des aliments qui sont nécessaires à un bon équilibre disons, nutritionnel, c'est-à-dire un bon équilibre entre les céréales, les légumes, les fruits, la viande. Est-ce que c'est un bon équilibre? On peut avoir beaucoup de riz, par exemple, et puis rien d'autre. Ça a été le cas longtemps dans un certain nombre de pays asiatiques. Et puis, le 4e pilier, c'est les risques ou les crises. C'est en fait la durabilité, c'est-à-dire que cette sécurité alimentaire, elle doit être disponible dans la durée de façon permanente.
et pas de façon erratique. Jusqu'en 2008, on a été convaincu, on avait la conviction que la question de la sécurité alimentaire pouvait être résolue dans le monde. Et depuis 2008, on a découvert que le nombre de personnes souffrant de la faim continuait d'augmenter. La question de la sécurité alimentaire n'est pas résolue. Et la sécurité alimentaire ne peut pas être résolue uniquement par l'aide alimentaire, c'est-à-dire le fait d'envoyer des sacs de riz aux plus démunis. Donc une subvention, c'est de l'argent public, c'est l'argent de ceux qui payent des impôts. L'argent public, c'est de l'argent qui est récolté auprès des contribuables. Et une partie, il y a un peu de cet argent qui est transféré aux agriculteurs pour les aider à mieux produire, à produire de meilleure qualité ou à surmonter un certain nombre de risques. Le grand problème des pays en développement, c'est qu'il n'y a pas de subvention. Alors pourquoi il n'y a pas de subvention ? Il n'y a pas de subvention parce que, d'abord, les États sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas consacrer une partie du budget public à soutenir les agriculteurs, leurs concitoyens. Ils ont plutôt tendance à les taxer plutôt que de les soutenir. Ou bien alors, ce sont des grandes économies ouvertes et libérales, comme l'agriculture brésilienne, qui est une agriculture destinée à exporter sur les marchés internationaux et qui, évidemment, n'a du coup pas besoin ou pas de légitimité à percevoir des subventions. Les Français, les Européens appellent souvent des régions du monde où il y a un ensemble de petits pays à créer des politiques agricoles communes. Et nous souhaitons souvent, nous incitons souvent nos partenaires africains à créer des politiques agricoles communes en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique de l'Ouest et du Centre, ou dans d'autres régions, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, etc. C'est plus difficile parce que il y aurait une légitimité, parce que c'est des petits pays, donc ils auraient intérêt à mettre en commun leur politique agricole, mais ils n'ont pas le transfert de souveraineté qui correspond à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le cadre politique, ils n'ont pas en gros les administrations bruxelloises et les institutions bruxelloises qui sont capables de gérer ça. Donc ils ont du mal à transférer les responsabilités que nous avons. Est-ce que la PAC a empêché les pays en développement de se développer ? On a accusé, on accuse encore aujourd'hui la PAC d'avoir un effet négatif sur le développement des pays du Sud. Mais nous consommons allègrement du chocolat, du café, de l'ananas, de la banane, sans nous poser la question de savoir si nous ne devrions pas transférer aussi de l'argent public pour aider ces agriculteurs, alors que ce ne sont pas leurs concitoyens qui consomment ces produits, c'est nous qui les consommons. Ce sont des produits tropicaux qui ne pourraient pas être produits en Europe, qui ne peuvent être produits que dans des zones tropicales, qui sont produits par les plus pauvres des citoyens du monde, et j'estime que nous avons un devoir de solidarité internationale à aider ces agriculteurs. Il n'y a pas eu tant que ça de relations entre la PAC et les pays du Sud. Il y a eu des relations entre l'Union européenne et les pays du Sud. À l'époque, d'ailleurs, la communauté européenne et les pays du Sud. Et pourquoi ? Parce que les premiers pays fondateurs de l'Europe étaient, pour plusieurs d'entre eux, d'anciennes puissances coloniales, qui avaient donc des relations privilégiées avec des ensembles économiques, notamment la Grande-Bretagne avec le Commonwealth, la France avec une partie de l'Afrique, les Pays-Bas avec aussi une relation historique avec l'Indonésie, la Belgique avec le Congo, et tout ça donnait aux pays européens fondateurs une grande sensibilité aux questions de développement agricole. Et ce qui s'est passé, ce sont l'établissement de relations commerciales qui ont donné aux pays en développement, anciennes colonies européennes et donc partenaires économiques de la communauté européenne, on leur a donné un accès privilégié au marché européen. Donc il y a des dispositions, appelées les accords de Lomé,
et des dispositions multiples, techniques, qui ont fait que, en gros, nous avons préféré consommer des bananes africaines plutôt que des bananes américaines. Voilà. Et donc, on a mis en place ce dispositif. Donc, il y a eu une grande solidarité, disons, à travers les politiques de développement. C'est comme ça que ça s'est fait. Du côté de la PAC, ça a été, je dirais, plutôt à l'initiative des agriculteurs. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'agriculteurs se sont rendus compte, il y a une trentaine d'années, qu'ils partageaient des points communs en termes de métier et qu'ils avaient intérêt, pour défendre la notion de politique agricole, à manifester une plus grande solidarité. Voilà, on pourra. Mais du côté de la définition de la politique, il n'y a pas la définition des outils de la PAC n'a pas été faite en relation avec ou en tenant compte des pays en développement. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui souffrent encore aujourd'hui de la faim. Comment soutenir, comment aider les agriculteurs des pays les plus pauvres à augmenter leur production pour satisfaire les besoins de leurs concitoyens, pour satisfaire les besoins des villes? En fait, la question aujourd'hui, c'est celle des villes. Il y a plus de 50% de personnes qui vivent dans les villes. Et il ne suffit pas de nourrir les agriculteurs eux-mêmes dans les campagnes, même si ça, c'est important. Il s'agit de faire en sorte que la production des agriculteurs dans les campagnes arrive dans les villes. Les émeutes de la faim, en 2008, c'est des émeutes urbaines. C'est des habitants des villes qui, tout d'un coup, n'ont plus de quoi payer leurs produits de base, c'est-à-dire du pain, du riz, du lait, parce qu'il y avait une augmentation brusque des produits internationaux. Mais ça, c'est parce qu'ils consommaient des produits importés. S'ils avaient consommé des produits locaux, ils n'auraient pas été soumis à cette explosion des prix sur le marché international. Alors, est-ce que l'aide au développement devrait être intégrée à la PAC ? Je ne crois pas. Je crois qu'il doit y avoir une politique, une stratégie européenne à l'égard des politiques agricoles des pays du Sud et du développement agricole des pays du Sud. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas assez de dialogue entre les responsables de la politique agricole et les responsables des politiques de développement. Il n'y en a pas assez en France, il n'y en a pas assez en Europe. La définition des politiques de développement, elle doit partir des besoins des pays bénéficiaires. Elle ne doit pas partir de la vision qu'ont les responsables de l'agriculture européenne. Et donc il faut qu'ils aient des interlocuteurs qui partent de leur demande et non pas de l'offre. Et c'est en fonction de la demande des bénéficiaires qu'on mobilisera une offre européenne qui correspondra à leurs besoins. Sinon, on va avoir une offre en disant, voilà, nous, on est très bons, et faites comme nous. Et ça, c'est pas suffisant. Alors, on peut les aider parce qu'on est très bons, mais il faut répondre à leurs demandes spécifiques. Les politiques de développement pour aider l'agriculture, elles doivent, disons, compléter ou participer à la mise en œuvre de politiques nationales ou de politiques régionales. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire d'abord beaucoup de choses. C'est ça qu'il faudrait exprimer, puisque ces pays sont pauvres, ils ont peu de moyens, et que donc il faut agir à plusieurs niveaux. Et donc il y a un niveau qui est le renforcement, on va dire, de leur ministère, de leurs administrations, de leurs services publics, tout ce qui va faire que les agriculteurs vont être appuyés, entourés, soutenus, etc. Et puis, il y a un certain nombre d'investissements autour des infrastructures. Ça paraît évident pour nous, mais on ne fait pas d'agriculture sans route. Et s'il n'y a pas de route goudronnée, s'il n'y a pas de route en bon état, les productions au village, elles ne peuvent pas sortir. Elles ne peuvent pas aller sur les marchés, même les marchés locaux, elles ne peuvent pas aller dans les villes. Il n'y a pas d'écoulement. Et donc, du coup, le paysan ne va pas pouvoir écouler sa production. Et ça, la création d'infrastructures, ça relève vraiment des États. Et c'est très cher de goudronner des routes. Et donc, ça peut relever du partenariat international. Et puis,
L'acte majeur aujourd'hui, c'est d'aider la structuration des filières. Alors, ça veut dire quoi, aider la structuration des filières? Ça veut dire aider des agriculteurs à se regrouper sous forme de coopératives, c'est-à-dire mettre en commun un certain nombre de moyens et mettre en commun leurs achats d'engrais, de semences, mettre en commun leurs récoltes et la stocker et la commercialiser en commun. Or ça, sans soutien extérieur, ils n'ont pas le moyen de le faire. Ils n'ont pas le moyen de le faire parce qu'ils ont des revenus tellement modestes, ils ont des revenus tellement essentiels, c'est-à-dire que dès qu'ils récoltent, ils vont vendre tout de suite, et ils vont vendre tout de suite parce qu'ils ont des besoins primaires, c'est-à-dire des besoins essentiels, c'est-à-dire l'éducation, envoyer les enfants à l'école, c'est-à-dire la santé, soigner les enfants. Et donc ça, ils ont besoin d'argent, je dirais, ils ont besoin de cash tout de suite. Et par conséquent, il faut qu'ils économisent un peu pour mettre en commun et monter ensemble une coopérative, s'ils ne sont pas aidés, ils ne vont pas y arriver seuls.